Bonsoir Between. Merci. Merci à tous. Prenez place. Du coup, on a vécu un super moment, je pense, d'inspiration tous ensemble. Et là, on vous propose de vivre maintenant un moment d'échange, donc avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter. Je te propose de commencer, Jérémy, et on va aller comme ça, dans ce sens-là. Bonsoir à tous, je suis Jérémy, je suis celui qui est parti le plus loin, comme vous avez pu le voir dans tous les films ce soir, mais sûrement celui qui en a le moins chié, donc bravo à tous, en tout cas c'était très cool de voir ça. Alors moi c'est Benoît, et du coup moi je suis le réalisateur de ce dernier film que vous venez de voir. Et donc c'est suite à une proposition d'Enzo qui m'a proposé ce voyage qu'on est parti là-bas et qui s'est passé tout ce qui s'est passé quoi. Bonsoir, moi c'est Marlène. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de film. Je suis un petit peu has-been sur toutes ces questions-là. Bref, je suis une Calaisienne de 39 ans et avec mon amoureux, on est parti en 2017 faire une grande boucle eurasienne à vélo. Voilà, sur les routes d'Europe et d'Asie, ce magnifique gigacontinent. Bonsoir tout le monde, donc moi non plus pas de vidéo ce soir. Moi j'ai un peu voyagé à vélo, j'ai fait notamment Paris-Dakar, Paris-Istanbul et l'Asie en partant de Chine jusqu'à Bali. Bonsoir à tous, Quentin Clavel, donc moi j'étais sur le film Africa, donc la traversée de l'Afrique du nord au sud, du Caire jusqu'au Cap. Et là je reviens, donc comme l'a dit Quentin en introduction aussi, je reviens d'une aventure du Tour de France. Donc j'ai fait le vrai Tour de France, donc en partant de Lille et en revenant à Lille, en prenant le chemin ou la route à chaque fois la plus proche de la frontière ou de la côte terrestre. Et je suis revenu il y a 3 jours. Moi je m'appelle Enzo, je suis le Gugus du film d'avant, avec les cheveux un peu plus courts. Et moi, du coup, je m'appelle César, je travaille chez Decathlon et je suis aussi membre du collectif de voyageurs à vélo qui s'appelle Colibrid. La première question que je voulais vous poser, peut-être Enzo, Quentin et toi Marlène, c'est vous nous avez emmenés partout. Comment vous choisissez? Comment est-ce qu'on se dit sur une carte, ok, je vais là, je vais à Cape Town ou je vais en Asie? Comment est-ce qu'on choisit ça? Bon, allez, je me lance. Alors pourquoi le choix du continent eurasiatique? En fait, moi déjà, ça faisait très longtemps, depuis que j'étais petite, on va dire, que je voulais faire un grand voyage. Au début, voilà, quand j'étais plus jeune, j'envisageais peut-être un tour du monde. Alors je pensais prendre l'avion, tout ça. Puis bon, après, voilà, en vieillissant, on a des valeurs. Et puis suite à une rencontre en 2014, un couple d'Américains qu'on rencontre qui était en voyage de noces à vélo en Europe. On s'est dit, mais pourquoi pas faire ce gros voyage, ce grand voyage à vélo? Et donc l'idée, c'était vraiment de faire un voyage uniquement par la voie terrestre. Et donc on s'est dit, finalement, le plus simple, on est sur le continent européen qui est connecté à l'Asie. Et on s'est dit, eh bien, on va rester sur ce continent pour effectivement pouvoir voyager uniquement par la voie terrestre. Donc ça, c'est une des raisons aussi qui nous a poussé à aller par là. Et aussi, moi, depuis très longtemps, je lis des récits d'aventure. Je suis assez friande de ça, et notamment les récits d'Ella Maillard et de Alexandra Davinel, qui sont des grandes aventurières dont je suis, dont j'ai lu les œuvres, on va dire. Et elles ont foulé les terres asiatiques, notamment le Tibet par exemple, ou bien l'Asie centrale pour Ella Maillard. Et j'avais vraiment très envie d'aller fouler les mêmes pas qu'elle. Et puis j'avais vécu en Inde aussi pendant mes études, et donc je voulais absolument retourner en Inde à vélo, parce que c'est un peu comme ma deuxième maison, quoi. Ce pays me tient à cœur. Et donc il y avait plein de raisons qui nous ont guidés vers l'Asie. Voilà. Ouais, complètement. Pour continuer là-dessus, moi, c'est vraiment, je me nourris beaucoup des récits d'aventure, des films que j'ai vus. Donc, voilà, j'ai envie d'aller en Norvège, sur le lac Baïkal et dans mon jardin. Mais voilà, je me nourris beaucoup de tout ça, des récits, des films, etc. Et puis, moi, c'est compliqué de choisir une aventure parce que tout me tente. J'ai envie d'aller de partout. J'ai envie de vivre des aventures autant loin comme très proches, comme ici en France. Mais c'est surtout le fait de découvrir de nouveaux paysages et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment les deux piliers qui m'animent. Et je le fais à vélo, mais c'est aussi à kayak, à pied, en courant, etc. Et le choix est toujours compliqué, donc c'est toujours des récits, des rencontres, des personnes qui inspirent aussi. Et ça plante des graines et on se dit, ah bah oui, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui paraît complètement dingue au début.
Et puis on se dit, ah ok, c'est éventuellement possible. Et puis après, ça devient un projet, ça devient quelque chose qu'on met en place et pour finalement le faire et le réaliser et se dire, ouais, finalement, c'est des étapes, étape par étape et arriver à quelque chose qui paraissait fou au début. Moi, quand j'étais petit, j'ai regardé pas mal de films d'aventure comme celui d'Africa. Et ça m'a vraiment fait rêver. Et je me suis dit, mais c'est ça c'est de cette manière-là dont j'ai envie de voyager. Et après, pour choisir, on va là où ça nous fait le plus rêver et là où on peut aller aussi, parce que des fois, on a plusieurs contraintes. Mais voilà. Ok, trop chouette. Du coup, on a parlé de chemin, de voyage. Je voudrais bien qu'on touche du doigt le thème de la destination. Peut-être avec toi, Victor, qu'est-ce qui se passe quand on arrive, par exemple, à Dakar, quand on a fait Paris-Dakar? On est fatigué et on est heureux. C'est toujours, je pense que pour tout le monde, le point de destination, c'est un peu un objectif. Je crois qu'il y a un truc un petit peu excitant et une fois qu'on y est, c'est un peu fou, quoi. On se dit putain, on a fait, on a réussi, on y est. Donc c'est un moment de joie, c'est aussi parfois un moment de doute parce qu'il faut rentrer, il faut se réhabituer à la vraie vie. Donc c'est toujours un moment, je pense, qui est assez intense en émotion où pas mal de choses se mélangent. On retrace un petit peu le parcours, mais je pense que c'est toujours des moments très forts et très très joyeux. Est-ce que Benoît, tu veux... Alors nous, sur la destination, en fait, Enzo, donc, quand il m'a proposé ce projet, c'était début janvier. On est parti en avril, donc on a eu quand même peu de préparation. Enzo, il avait préparé tout un itinéraire qui a quand même bien évolué entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on a réellement fait. Parce que voilà, il y a eu plein d'imprévus. On s'est rendu compte qu'il y avait des journées un petit peu ambitieuses en nombre de kilomètres par rapport aux conditions, à comment on était chargé. Mais le seul truc qu'on voulait absolument tenir, c'était d'aller au bout des Lofoten. Et c'était ça qui allait marquer vraiment notre fin d'aventure. Et donc voilà, pareil, on arrive au bout, on sait qu'on y est, que le taf est fait. Et voilà, encore une fois, oui, épuisé, il s'est passé plein de choses, c'était long. Mais voilà, on est content d'arriver. Ça fait toujours bizarre de se dire, ça y est, c'est fini et ça s'arrête là. Parce que encore nous, c'était quand même une aventure relativement courte. On est parti que 26 jours, contrairement à des voyages qui durent des mois et des mois. Mais il y a quand même ce retour à la réalité de dire, voilà, on est arrivé au bout, il va falloir rentrer, reprendre notre petite vie normale, entre guillemets. Et ça fait toujours quelque chose, ouais. Comment vous préparez vos voyages? Toi, Jérémy, on a vu ton film du confinement, mais tu as fait d'autres voyages. Comment tu les prépares? Combien de temps ça dure? Comment tu projettes la fiction du voyage? Et surtout, comment après, dans quelle mesure c'est différent, le théâtre mental qu'on s'est fait avant et ce qui se passe dans la réalité? Alors, ça part souvent d'une connerie quand même, mes voyages, parce que avant ce film, j'ai fait un autre trip où le but c'était d'avoir le minimum d'impact possible et j'ai voulu chiner tout mon matériel seconde main, etc. Et je me suis dit, je vais aller chiner chez Emmaüs. J'ai cherché, je connaissais la ville de M à côté de Lille. J'ai cherché s'il n'y avait pas un US en France, j'ai trouvé, donc j'ai fait Emmaüs à vélo en ayant tout acheté à Emmaüs. Donc voilà, ça part souvent d'une connerie quand même. Sinon, non, j'ai aussi fait des trips plus sérieux en Écosse, mais pour le coup, il y avait aussi une raison, c'était pour l'anniversaire de mon père en surprise. Non, j'adore traîner sur Komoot, tracer mes itinéraires, et ça part souvent d'un coup de cœur pour un paysage. Je rejoins un peu tout le monde là, sur le fait que ça soit nourri par des aventures et des choses comme ça. Les préparatifs sont importants parce qu'ils aident à se projeter en amont, mais j'essaie de pas trop me spoiler, pourtant je suis un taré d'images, pour essayer de garder la surprise quand même et essayer d'en prendre quand même plein les yeux en arrivant. Moi, par rapport aux préparations et à la réalité, j'ai pris vraiment une claque parce que quand j'ai préparé mon itinéraire, je voulais un peu tout faire. On va faire du snow là, du kayak là, après on a qu'à faire ça en vélo en une journée et tout. Et je pense que j'étais un peu prétentieux. Et au milieu du voyage, on l'a vu dans le film, j'ai eu une petite blessure. Et après, depuis cette petite blessure, on a un peu réorganisé le voyage. Et on l'a pris beaucoup plus tranquillement et ça a été un peu une deuxième page du voyage que j'avais pas du tout prévu. Et c'était pour le mieux en fait, parce qu'avant j'étais encore un peu en compétition avec moi-même, en mode il faut faire ces choses-là, il faut voir ci, il faut voir ça. Et après il est arrivé cet événement un peu négatif, mais au final ça m'a ouvert sur une autre porte du voyage, beaucoup plus agréable, douce et tranquille. Et du coup ça c'était imprévisible.
et pourtant, enfin, c'était super, c'était un événement à accueillir les bras grands ouverts. Et toi, Marlène, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu les préparatifs, parce que tu as fait le voyage le plus long du coin du feu par ici? On a quand même eu bien le temps hein, pour le préparer. On a mis peut-être 1 an mais à la cool. Hein, je veux dire, on ne s'est pas pressé non plus. Mais effectivement, il y a eu quand même un décalage certain forcément entre ce qu'on avait prévu, idéalisé, et puis la réalité du voyage, de la route. Alors tout ça, c'est lié aussi à des rencontres qui font qu'on a envie de rester plus longtemps à un certain endroit. Il y a aussi, moi j'ai eu un pépin de santé par exemple en Mongolie. Donc on avait prévu, donc en arrivant à Oulan-Bator, de partir ensuite plein ouest pour traverser la Mongolie du coup d'est en ouest et d'arriver en Chine par le Xinjiang, donc une province tout à l'ouest. Au final, j'ai eu une infection des gencives, le truc horrible. Je vous déconseille de choper ça un jour, c'est horrible. Et donc, on est resté 3 semaines à Oulan-Bator, ce qui nous a quand même bien bloqué. On a pu quand même rallonger notre visa et donc on a quand même pu faire la traversée du nord au sud à vélo. Mais voilà, tout ça, c'est de pépins de santé. Après, il y a les questions aussi géopolitiques de certains pays. On tenait absolument passer par l'Inde, déjà parce que j'y avais vécu et j'ai encore des amis là-bas. Et puis, c'est un pays juste extraordinaire. Et Vincent voulait trop y aller aussi. Et en fait, on ne s'était pas vraiment posé la question, enfin, on s'était quand même renseigné, mais sur comment entrer et sortir de l'Inde. Il s'est avéré que la frontière birmano-indienne était fermée aux touristes étrangers à ce moment-là. C'était en pourparlers que ça rouvre depuis un moment, mais finalement, quand on y était, ça ne s'est pas passé. Et pareil, pour sortir, le visa pakistanais, impossible à obtenir de France, enfin d'Inde, quoi. Et donc, du coup, on a dû prendre des avions. D'ailleurs, ça nous a un petit peu embêté, on va dire. Mais voilà, donc il faut prendre en compte tout ça effectivement quand on planifie un voyage, surtout quand c'est un voyage au long cours, il y a effectivement un gap entre ce qu'on prévoit et puis la réalité. Mais c'est ce qui fait aussi la magie du voyage finalement, des choses imprévues. Par exemple, le fait qu'on ait dû prendre l'avion justement pour quitter l'Inde, ça nous a fait passer par le Kazakhstan qui n'était pas du tout prévu au voyage. Et donc ça a été une belle découverte. Donc il faut aussi se laisser se détendre en fait vis-à-vis de tout ça. Il faut pas tenir absolument à rester sur son plan quoi, parce que sinon il faut se laisser porter en fait par le voyage et c'est vraiment ça je trouve qui est important. On se laisse porter par le voyage, mais il y a quelque chose qui est important, c'est la trace, quoi, les routes qu'on emprunte. Comment vous faites? Est-ce que vous avez tout tracé à l'avance? Est-ce que vous vous laissez 100% porter? Peut-être Quentin, sur cette question initiale. Alors moi, sur la traversée de l'Afrique, je voulais partir du Caire et arriver au Cap. Donc j'avais ces 2 points-là. Je savais à peu près quel tracé je voulais faire, mais je n'avais pas du tout tracé au jour le jour, combien j'allais faire de kilomètres, où j'allais passer, etc. Ce que je faisais, c'est que je traçais d'un pays à l'autre dans les grandes lignes. C'est-à-dire que quand j'étais en Égypte, je commençais à regarder au Soudan où est-ce que je voulais passer. Et une fois que j'étais au Soudan, je regardais les pays qui suivaient. Et après, je m'aidais beaucoup des locaux, parce qu'en fait, les locaux, ils vivent là. C'est là, ils connaissent parfaitement leur environnement. Donc du coup, je les questionnais, je leur demandais quels étaient les meilleurs endroits, quels étaient les endroits à éviter ou autres. Et c'est vraiment de ces échanges-là que je traçais mon parcours. Donc j'avais les grandes lignes du pays avant d'y arriver, et puis après, je l'adaptais en fonction des avis des locaux, etc., et des personnes que je rencontrais. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire autour de la table? Ouais, moi je vraiment me renseigne très peu et en général j'ai plutôt direction du soleil, direction le sud et juste j'avance. Enfin voilà. Je trouve que après ça dépend des routes et tout, mais le fait de pas trop prévoir, moi ça m'aide à pas trop stresser ou pas avoir de la charge mentale. Ça me laisse aussi la liberté de voir un peu s'il y a des possibilités ou des ouvertures. Et globalement, bon, tu sais un peu la direction dans laquelle tu vas et je trouve ça cool aussi de se laisser porter. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de manières différentes de faire. Et je pense qu'il faut pas, si c'est pas trop votre truc, de tout prévoir. C'est pas du tout nécessaire. Je pense qu'on peut s'offrir plein de libertés. On peut aussi plus prévoir si on est plus safe, si on préfère. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas trop de règles. Hein. C'est vraiment le ressenti quoi, qui est important.
peut-être ajouter juste une dernière chose là-dessus. Oui, et puis c'est pas parce qu'on est à vélo que ça nous empêche de prendre aussi des transports. Le vélo permet une flexibilité assez incroyable. Par exemple, on a pris le transsibérien avec les vélos. Et puis, c'est surtout quand on est arrivé en Chine aussi, on a commencé un petit peu à changer notre façon de traverser un pays. Alors c'est un pays très grand, on n'avait que 2 mois et on n'est pas non plus des sportifs de ouf et puis on aime bien prendre le temps. Et du coup on s'est dit mais pourquoi souffrir en plus sur des routes parfois hyper empruntées. On s'est dit bon ben à partir de là, voilà, on va se faire plaisir, on va dans les endroits qu'on a envie de voir, on se fait des fois des mini-boucles dans des endroits plus isolés, plus jolis, etc., loin des grands centres de population, et on prenait des transports en fait entre les deux. Et ça permet aussi une autre vision du voyage, parce que finalement dans ces transports, on rencontre aussi des locaux, enfin des locaux, on en rencontrait tout le temps, hein, bien entendu, mais le fait de voyager avec des locaux, c'est encore différent. Et donc ça pimentait un petit peu aussi le voyage. Bon, bien qu'on préférait quand même être à vélo, mais ça rajoutait quelque chose, quoi. Vous avez tous voyagé à vélo, mais vous avez tous aussi pris les transports et vous êtes plusieurs à avoir mis le doigt dessus. Quel est votre engagement? Est-ce que vous voyagez à vélo parce que c'est un moyen de transport lent, respectueux de l'environnement? Comment vous revenez? Est-ce que vous prenez l'avion? Est-ce que vous rentrez en train? Voilà. Quel est votre engagement? Est-ce que votre voyage à vélo est militant ou pas nécessairement? Peut-être Jérémy, on peut aller avec toi en premier lieu. Je dirais que c'est un mix. Bien sûr que ça me fait rêver d'aller en Afrique, en Norvège et des choses comme ça. Après, je voyage beaucoup moins longtemps que les voyages qui ont pu être faits là, donc forcément sur du temps plus court, tu vas moins loin. Après, je l'ai dit avec Emmaüs, moi mon but c'était d'essayer de voir comment je pouvais faire en sorte de partir sans forcément faire toujours la quête à la dernière pièce de vélo en carbone ou des railleurs électriques qui sortaient, etc. Et revenir avec... je suis parti en vélo 24 pouces Peugeot des années 70, single speed, j'en ai chié dans les côtes d'ailleurs. Mais voilà, c'était aussi en fait un peu un retour à la simplicité, prendre un peu plus le temps. Je suis jeune, mais maintenant je voyage avec une chaise pliante aussi, parce que j'aime bien me poser confortable et pas me péter le dos quand je suis au camp le soir. Donc ouais, je dirais pas que c'est un acte militant, je dirais juste que ça donne un peu plus de sens encore à ce que je fais. Et vu que je pars peu de temps, je me dis, en fait, après tout, partir de chez moi, déjà, c'est cool. Et quand il faut, je prends le train, mais j'essaye de ne pas prendre l'avion. Et d'ailleurs, la seule fois où j'ai pris l'avion avec mon vélo, ils m'ont pété mon cadre en deux. Du coup, j'essaye de prendre le train maintenant, c'est plus safe. Moi, en fait, j'ai été motivé par le vélo justement pour ces questions-là. Et c'est une fois le voyage fait ou pendant le voyage que je réalise que le vélo, il apporte beaucoup plus que notre transport. Parce qu'on prend le temps, on est au contact immédiat avec l'endroit où on est. Il n'y a pas de vitre qui nous sépare. S'il y a quelqu'un qui veut nous parler sur le bord de la route, on l'entend, on s'arrête direct, c'est immédiat. Le fait de dormir en tente aussi, on a une relation avec l'endroit où on est qui est, où j'ai pas trouvé d'équivalent en tout cas. Et ça m'a aussi changé un peu ma vision sur les crises qu'on est en train de traverser, qui moi m'affectent pas mal émotionnellement. Et du coup maintenant je vois ces crises un peu comme une opportunité à changer nos valeurs, changer nos repères pour essayer de profiter de ce qu'on a au maximum et sans dégrader ou quoi. Et moi le vélo ça a été clairement ça, c'est maintenant prendre l'avion pour passer une semaine à l'hôtel à l'autre bout du monde, ça me fait plus du tout rêver. Et alors que traverser l'Afrique à vélo, mais ça a l'air incroyable quoi. Et du coup voilà, et je pense qu'aussi pour que ça évolue dans le bon sens, on sera tous dans la meilleure voie si on est motivé par le rêve et l'envie plutôt que par des peurs et des contraintes. Donc je pense que c'est tout bien d'aller dans ce sens-là quoi. Après, je pense aussi, si je peux me permettre d'ajouter, en fait, on fait tous des films là quand on part en voyage, et du coup, il y a une part de pas d'obligation, mais il y a aussi un peu l'image qu'on a envie aussi de dégager à travers ces films. Et je pense que si on était dans l'excès, dans tout, dans les transports, voilà, ça ne diffuserait pas forcément le message qu'on a envie de faire passer quand on veut partir à vélo, qui est de prendre le temps, comme tu disais, aller rencontrer du monde, de vraiment prendre le temps. Et donc, je pense qu'il y a une part de pas d'obligation, mais presque c'est un leitmotiv en plus de se dire essayer de faire passer aussi un message à travers les films. Et voilà. Et en plus, on s'enlève tout le stress des transports en commun, de pas rater son avion, pas rater son train, son truc. Et c'est plutôt cool.
Le voyage à vélo, du coup, c'est un moyen d'incarner peut-être le changement et un mode de vie différent, mais ça impose aussi une forme de sobriété, parce qu'on a un maximum 4 sacoches. Quel matériel t'avais emporté dans les très grandes lignes, Quentin, pour traverser l'Afrique? Alors moi, c'était mon premier gros voyage bikepacking, donc du coup, j'avais emporté pas mal de choses. En fait, mon vélo, c'est le deuxième qui est là sur la gauche. C'est à peu près la même configuration que sur l'Afrique, sauf que j'avais mes sacoches à l'arrière, donc j'avais un porte-bagages avec 2 sacoches de 24 litres, plus tente et matelas que j'ai pas ici. Mais donc du coup, j'avais de quoi bivouaquer. J'avais fait le choix de ne pas prendre de popote ni de réchaud. Donc je me nourrissais exclusivement de street food et de nourriture locale, de ce que les personnes que je rencontrais faisaient. Et après, c'était beaucoup de vêtements. Je me suis rendu compte que j'en avais pris beaucoup, donc j'en ai laissé sur la route, j'en ai récupéré d'autres, etc. Et puis voilà, globalement, c'était ça. Après, j'avais pris une grosse trousse à pharmacie parce que voilà, il y a des idées reçues sur l'Afrique que même si je m'en détachais, sur la santé, etc., sur des choses comme ça, j'ai voulu prendre une grosse trousse à pharmacie. Au final, j'ai rapidement enlevé pas mal de choses. Et puis voilà, j'avais aussi un GPS, un tracker GPS qui permettait aussi à mes proches, à ma famille et mes amis de pouvoir voir mon avancée. Parce que quand on n'a pas le contact avec son fils, son frère, son ami pendant 7 jours et qu'on sait qu'il traverse un désert, ça peut être un peu anxiogène. Donc de savoir que on voit un point GPS avancé, ça permet de rassurer un petit peu. J'avais aussi un filtre à eau, un filtre UV qui me permettait de rendre mon eau potable, parce que dans certains pays, notamment au Soudan, ils boivent l'eau du Nil comme ça. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Donc du coup, je filtrais mon eau et puis au fil des pays, je me suis habitué, mon corps s'est habitué à boire l'eau locale des fontaines, l'eau des villages et la nourriture locale, et j'ai pas eu beaucoup de soucis. Mais voilà, c'est surtout des vêtements, essayer de prendre aussi des vêtements chauds, parce que notamment dans les déserts, la nuit il fait très froid, donc il faut se couvrir. Et puis essayer en partant de envisager tout ce qui peut être possible pour une fois qu'on arrive au moment où il y a une galère, se dire ok, il y a une galère, c'est ok, mais je vais essayer de la surpasser grâce à cette préparation. Donc cette préparation est importante, et si on ne s'est pas forcément bien préparé, on galère un peu plus, mais c'est pas grave, la prochaine fois on le saura, et c'est des apprentissages quand même, quoi. Est-ce que Marlène et Victor, vous avez un incontournable que vous prenez toujours dans vos sacoches qui n'est pas négociable, et un truc avec lequel vous ne repartiriez plus? Ouais, je dirais de quoi filtrer l'eau, c'est vraiment hyper important, surtout quand on part dans des pays très isolés, dans des déserts, dans les montagnes. Voilà, ça permet de rester quand même en bonne santé. Donc ça, c'était vraiment essentiel, ça c'est clair. Ouais. Enfin, s'il doit rester un... Enfin, non, je partirai pas qu'avec ça, mais... Oui, c'est le minimum. Non, sinon, par contre, on avait fait le choix de prendre de quoi cuisiner, donc une popote. Et par contre, on avait fait le choix d'un réchaud à bois, parce que c'est une énergie libre et gratuite qui est disponible à peu près partout. Et puis c'était vraiment le plaisir de faire son petit feu le soir aussi. Et puis du coup, aussi dans cette démarche de réduire son empreinte sur le territoire et aussi son empreinte carbone de manière générale, ça nous a permis de ne pas utiliser d'énergie fossile pour se nourrir en tout cas. Enfin voilà, bon, c'est une petite... Mais c'était vraiment le plaisir du soir de faire notre petite popote au bois là. On utilisait même la bouse de vache, le crottin de cheval bien sec là, ça marche super bien, ça c'est hyper pratique. Et donc on partait à la quête sur les routes, enfin, surtout dans les déserts genre en Mongolie ou sur le plateau tibétain ou en Asie centrale. Ça c'était parfait parce qu'il y a un peu moins de bois quand même, surtout en montagne comme ça. Et donc ça, ouais, on a bien kiffé notre petit réchaud à bois, ouais. Moi, je vais me permettre de montrer, ça prend une seconde. Donc ça, c'est mon vélo. Désolé pour le cadre, je vais sortir du cadre, je pense. C'est le vélo que j'ai pris pour faire Paris-Dakar à vélo. Et moi, je retiens 2 trucs qui sont vraiment très très chouettes. Le premier, c'est ce truc. Je sais pas si vous aviez ça, vous. Ah oui. Ça permet que les camions, les grosses voitures te frôlent pas. Parce qu'en fait, tu mets ça, ils ont pas envie de nourrir leur voiture. Du coup, ils se décalent. Et c'est un bonheur parce que quand tu l'as pas, ils te frôlent tout le temps. Et tu mets ça et tout le monde te passe à côté. Et ça, c'est pas agréable. En plus, c'est hyper safe. Donc c'est vraiment recommandé. Je crois que ça coûte 5 balles, disponible à Decathlon. N'hésitez pas. Je suis à promo aussi, j'en profite. Et le deuxième truc, c'est ce petit sac.
qui s'enlève comme ça et que tu peux porter avec la sacoche. Et en fait, ça c'est super pratique parce que vous savez, des fois, on laisse notre vélo, on a envie de prendre nos affaires qui sont importantes, et on a la flemme d'ouvrir machin. Donc avec ça, tu mets juste genre ton passeport, ton téléphone, et des objets importants, ton portefeuille, et t'es safe. Alors vous avez tous les deux oublié ce avec quoi vous ne repartiriez pas. Ah tiens. Vous avez si bien fait le tri dans vos sacoches. Moi, c'est le GPS. Enfin, un GPS sur le téléphone. Du moins, sur les. Après, peut-être pour des pays vraiment isolés, peut-être c'est plus compliqué, mais par exemple en Europe, moi, je veux plus suivre la petite flèche bleue et rester que focalisé là-dessus. Alors que quand on a une carte, on apprend vraiment là où on est. C'est plus difficile, du coup, on a plus de facilité à demander aux gens. Et du coup, on a 15 fois plus de rencontres. Et donc ça, la petite flèche bleue, je la veux plus dans mes voyages, quoi. Ah si, ouais, je vois ce que peut-être j'emmènerais plus. Bon, ça va, ça prenait pas trop de place, mais c'était un petit guide de discussion par image. C'était le Point-it. Bon, en même temps, c'est un joli petit objet, mais au final, on l'a pas utilisé parce qu'on a développé des capacités de mime assez impressionnantes. Et Vincent, qui aime bien dessiner, du coup, en fait, il dessinait des fois pour se faire comprendre. Et du coup, c'est vachement plus dans le contact. Et on a eu des situations bien cocasses avec ça. Donc, ce petit bouquin, finalement, il n'était pas si utile que ça, quoi. Moi, la PlayStation 4, c'était pas utile. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas intéressant. Non, blague à part, peut-être des bouquins. J'étais parti avec des gros pavés, en me motivant, en me disant je vais lire à fond. Tu connais, hein. Et je pense que pourquoi pas, mais peut-être en prendre un par un et après échanger au fur et à mesure, plutôt qu'en prendre 4 ou 5, se dire c'est génial et après t'avances pas. Et tu dis pourquoi j'avance pas et en fait t'as 1,5 kg de bouquins, quoi. Pas rentable. Du coup, Benoît et Jérémy, c'est quand même vous les réalisateurs de ce feu ce soir. Qu'est-ce qui vous pousse à documenter ces aventures et peut-être rapidement avec quoi vous partez et quel est le travail à vue de nez de post-production? Et après, je veux bien ton avis, Victor, parce que tu partages d'une manière un peu différente. Alors, moi, ce qui m'a motivé à faire ce film, c'est surtout l'envie d'Enzo de faire un film. Parce que voilà, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a dit, parce qu'il avait déjà fait une première aventure tout seul en Italie pendant quelques jours, et un peu en petite approche à ce genre de voyage. Et quand il m'a proposé ce voyage de partir en Norvège, il m'a dit, mais voilà, j'ai envie de faire un truc plus gros, j'ai envie qu'on fasse un vrai film. Donc si t'es partant, eh ben, on part tous les deux et let's go, quoi. Et donc dans le principe, je lui ai dit oui. Ça me paraissait... en plus, c'est quelque chose qui me plaît. C'était la première fois que je partais vraiment en voyage à vélo comme ça. Donc ça m'a plu dès le début. Après, il a commencé à me dire qu'on prendrait un kayak en plus sur le vélo, qu'on ferait plein d'autres trucs en plus qu'il ne m'avait pas dit sur le premier brief. Mais bon, j'avais dit oui. Ça me motivait de partir à l'aventure. Donc allez, on a continué dans cette voie-là. Et après, en termes de matériel vidéo, c'est toujours compliqué parce que c'est quand même une autre logistique de tournage par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire ici en métropole ou sur des tournages un petit peu plus communs. Et donc, ben, forcément, il faut faire des compromis sur ce qu'on prend, sur ce qu'on ne prend pas. Savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de se porter un trépied pendant 26 jours si c'est pour faire 2 images avec sur aventure. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un énorme objectif pour faire 2 plans de très loin si on voit un animal ou si Enzo qui est sur une face plus loin en snow, ben, là ça peut avoir le coup. Mais encore une fois, c'est des objets qui pèsent et à la longue sur des aventures comme ça, ben, le moindre petit gramme est important et à prendre en compte. Donc voilà, ça a été une succession de compromis à faire. Et voilà, après de toute façon, on a ça dans les sacoches, on sait qu'il faut s'adapter avec ce matériel-là, qu'on n'a pas forcément toute la gamme d'objectifs qu'on aimerait avoir. Mais au final, en prenant 2-3 objectifs différents, on arrive quand même à avoir une palette assez importante. Et pour des films comme ça d'aventure, et pourtant c'est quand même du coup mon métier, je suis partisan de faire de la belle image et des beaux cadres et tout ça. Mais sur des aventures comme ça, avoir des images à la GoPro ou au téléphone qui tremblent un peu, où il y a une goutte sur l'objectif ou quoi, mais c'est pas si grave parce que le fond du sujet, c'est pas la belle image, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est ce qu'on a envie de véhiculer. Et donc, ben, des fois... en fait, faire de la belle image, ça peut ne pas être si important. Sur des films comme ça, après, je dis pas qu'il faut tout filmer comme ça, mais voilà, ça peut suffire suivant le fond du problème, ça peut être intéressant.
Ouais, je te rejoins. C'est vraiment une histoire de choix. En Écosse, je suis parti avec 2,5 kg de matos drone. Je l'ai fait voler une fois, 2 minutes, parce qu'après il a pris la pluie, il a plus redécollé. Du coup, je l'ai traîné pendant tout le voyage. J'étais pas hyper content. Je me suis dit que c'était peut-être un truc à pas emmener la prochaine fois. Non, sinon à part ça, ouais, moi je suis autant passionné de vélo que d'image. Du coup, c'est toujours un choix un peu compliqué à faire. À chaque fois, j'ai envie d'emmener à l'objectif en plus ou tel truc. Ah ouais, mais si, il y a tel truc. Mais bon, au final, je reviens toujours un peu sur le setup un peu de base qui est mon boîtier avec à minima une optique un peu polyvalente, genre 35 mm ou un truc comme ça. Et après, Technique là. De quoi? T'es Ouais, c'est pour pas ça sûr que que je les vais gens, pas, je vais pas plus loin, je vais pas plus loin. Mais après, j'en parlais en off avec Victor et c'est hyper intéressant d'avoir son avis parce que lui filme tout à l'iPhone et c'est très cool. C'est deux approches hyper différentes au final. Je suis hyper attaché à l'aspect esthétique des images, donc j'ai encore du mal à me dire que je pars juste avec mon téléphone. Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre de sa part. T'as beaucoup à apprendre de mes images dégueulasses. J'ai donné un cours. Ouais, moi, du coup, je fais des vidéos sur TikTok et Instagram notamment. Et c'était marrant parce qu'en fait, tout à l'heure, il y avait des collégiens qui étaient relativement intéressés par le vélo, mais aussi par sécher les cours, je pense. Et quand j'ai dit que mes vidéos étaient sur TikTok, t'as senti un intérêt fou. Tout d'un coup, je suis devenu une star, quoi. Alors que vraiment, c'était la même vidéo. Il n'y a rien qui a changé. Et ce qui est cool notamment en faisant des vidéos à l'iPhone, c'est qu'en fait tu touches tout le monde, tu touches des audiences jeunes, plus vieilles aussi. Moi je me souviens dans Sarah, il y a un monsieur qui devait avoir 40 ans qui s'est arrêté en voiture, je pensais qu'il allait me kidnapper, et m'a dit « Ah, j'ai vu tes vidéos sur TikTok, c'est incroyable, prends des dates ». Donc voilà, ce qui est super aujourd'hui, c'est qu'effectivement nos vidéos grâce à Internet, elles peuvent toucher des millions de personnes. Et ça c'est puissant parce qu'en fait, quand on a un message, une histoire à partager, je trouve ça cool de se dire qu'on peut... toucher des gens et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de pas du tout prendre de réflexe et de vraiment tout faire avec mon téléphone portable, quoi. Du coup, moi je voulais vous demander, avant qu'on passe aux questions du public, il y a des micros qui vont passer si vous voulez, donc vous pouvez poser des questions et prendre part à la discussion. Je voulais vous demander comment vous viviez le retour. Est-ce que c'est un retour on est triste, on a le blues? Est-ce qu'on est heureux de revenir, d'avoir du fromage, Moi, de la pour mon baguette jardin, tous les ça allait, soirs? je l'ai plutôt pas trop mal vécu. Quentin, pour commencer. Ouais, moi, le retour a été très très rude, comme on peut l'imaginer, après 6 mois dans une atmosphère totalement différente, une culture différente. J'étais vraiment plongé au cœur de ce continent africain et il y a beaucoup de choses qui diffèrent et le retour a été très compliqué. Revenir, voir rien que prendre une douche, moi c'était compliqué. Des choses qui sont très simples, hein, mais ouvrir un robinet devient complètement fou. Et je me dis, mais c'était complètement dingue en fait d'avoir de l'eau qui coule en continu. Tu tournes ton robinet sur la gauche, ça devient chaud. C'est des délires, quoi. C'est complètement fou. Et prendre une douche devenait compliqué parce que j'avais presque honte en fait. Je me disais, pourquoi moi j'ai cette chance-là, j'ai la chance d'avoir accès à cette douche, alors que des personnes que j'ai rencontrées qui sont infiniment plus pures, plus saines, plus bonnes que moi, auront jamais un dixième de cette chance-là. Et donc du coup ça a été très compliqué. Bon, au bout d'un moment je me suis douché quand même. Avant Alors, de venir. Mais en fait, l'idée, c'est juste d'être conscient de ça, de ne pas avoir honte, mais de se dire, OK, on a cette chance-là et d'en être conscient. Et voilà, c'est simplement une richesse d'avoir un toit, de l'eau potable, un frigo dans lequel on a de la nourriture. Et rien que ça, c'est une richesse. Donc le retour a été compliqué dans ce sens-là. On a aussi un pays et c'est notre culture. C'est la France, c'est la Révolution. On se plaint beaucoup. Et moi, mon retour, ça a été très compliqué en fait d'entendre des personnes se plaindre parce que j'avais vu pendant 6 mois des choses où les gens pouvaient se plaindre, mais ils se plaignaient à aucun moment. Au contraire, ils gardaient le sourire. Ils étaient toujours très optimistes. Et je me suis pris des leçons de vie et des claques pendant 6 mois. Et donc de revenir, il y a eu un petit moment où il a fallu, basculer un petit peu et pas oublier tout ce qui s'est passé, au contraire l'assimiler et pouvoir le mettre à nouveau dans mon quotidien. C'est une expérience qui m'a beaucoup changé, comme toutes les aventures, qu'elles soient éloignées ou non, mais ça change et le retour a été compliqué pour moi sur cette aventure. Ouais, là-dessus, je suis carrément d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et voilà, c'est en voyageant. Et encore, nous, c'est quand même un pays, la Norvège, où il n'y a pas toute cette pauvreté, il n'y a pas toutes ces cultures un peu différentes de la nôtre. Mais en fait, c'est en voyageant dans ces conditions qu'on se rend compte que prendre une douche, c'est quand même fou. Avoir un toit, pouvoir manger chaud le soir, c'est quand même un truc vraiment, un vrai confort. Et après, nous concernant, là, il y a eu aussi un autre aspect
donc on avait 3 jours de train pour rentrer. Et le premier jour de train, que ce soit Enzo ou moi, on était frustrés de notre voyage parce que on voulait voir des aurores boréales, on voulait voir des baleines, on voulait faire des grosses figures de snow. On est rentré avec rien de tout ça. Et en fait, le premier jour, on a dit putain, mais ça y est, on rentre. Et en fait, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire, quoi. Donc pendant un jour, c'était un peu frustrant. Et pendant ces 3 jours de train, moi, du coup, j'ai déjà commencé le montage. Donc on a revu toutes les images, on a revu tout ce qu'on a vécu. Et en fait, en regardant les images, c'est là qu'on a vraiment réalisé tout ce qu'on venait de faire et qu'on s'est dit, en fait, on a passé 26 jours juste incroyables. Il y avait des journées qui resteront sûrement les meilleures journées de notre vie. Il y a des journées de galères immenses, mais qui au final font des souvenirs qui resteront gravés aussi à jamais, je pense. Et en fait, il y a eu un petit switch là pendant ces 3 jours de train où on a changé un peu d'état d'esprit, de dire, ben voilà, on rentre, on n'a rien fait de ce qu'on voulait. Et en fait, on a passé peut-être une des meilleures aventures de notre vie et en fait, profitons-en et on va pas, comme le dit Quentin, se plaindre alors qu'on n'est même pas encore rentré en France, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, alors je voulais déjà vous remercier parce que les images qu'on a vues, elles sont hyper émouvantes, toutes les histoires sont vraiment marquantes, donc j'ai passé un super moment. J'ai une question pour Quentin, parce que tu as mis beaucoup en avant le partage, les rencontres que tu as fait. Et je me suis posé la question de comment est-ce que tu as créé le lien avec les gens? Quel est le tips? Comment est-ce que tu as créé ce lien et reçu cette générosité que tu as mis en avant dans ton film? C'était très très simple en fait. Je roulais et ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo a un capital sympathie complètement fou. Donc en fait, on vient avec notre vélo, on a nos sacoches et on sent que les gens se questionnent, se disent d'où vient cette personne, où il va. Peu importe où on est sur la planète, il y a toujours des gens qui se questionnent. Encore plus en Afrique parce qu'on est différent. Donc ils voient qu'on vient de loin. Et en fait, c'est pas du tout la même culture. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays où je suis passé, il n'y a pas cette barrière comme on peut avoir en France où les gens vont se questionner, vont parler entre eux mais vont pas forcément venir, il y a une barrière. En Afrique, les gens ont une question, ils viennent te la poser. Donc en fait, c'était assez intéressant parce que moi j'arrivais dans les villages et c'était une petite attraction, c'est-à-dire que j'avais rapidement 10-15 personnes autour de moi qui étaient là pour regarder mon vélo, pour se questionner, pour me questionner, pour savoir d'où je venais, où j'allais. Donc très clairement pour tisser des liens et nouer des conversations ou autres, j'avais aucun souci, j'avais vraiment aucun souci. Donc ça partait de là, ça partait d'une conversation et après on pouvait parler sur le voyage, sur d'autres choses. Comme je l'expliquais tout à l'heure aussi, l'histoire de l'itinéraire, choisir l'itinéraire, questionner les gens sur l'itinéraire. Je bivouaquais aussi, donc leur demander s'il y avait de la vie sauvage aux alentours, si je pouvais poser ma tente sans problème ou non. Voilà, toutes ces questions-là qui font que c'est très très facile de parler aux gens et voilà, j'avais vraiment aucun souci. J'arrivais dans un village, c'était la folie. Donc, non, clairement pour parler, il n'y avait vraiment aucun problème. Et voilà. Théo? Bonsoir à tous. Merci pour les films. J'ai pas plusieurs questions, plein je crois. Mais d'abord, Quentin, dans ton film, tu montrais les scores de la police. Pourquoi c'était ça? C'était quoi ça? Deuxième question, c'est vous avez plein d'équipements, je sais pas, caméras, etc. Téléphone, vous faites comment pour les recharger en batterie? Et troisième, les vélos. Là, je vois deux configurations complètement différentes. Est-ce que les sacoches à l'arrière, disons, avec les porte-bagages, c'est intéressant ou pas, ou il vaut mieux opter pour l'option accrochée à la selle? Voilà. Alors, on va essayer de prendre des interlocuteurs différents pour chaque question. Et surtout, on va essayer de ne pas prendre... on va essayer d'ouvrir la réponse sur le matériel
mais sans partir dans des débats sans fin, parce qu'on adore tous le matos et on adore tous parler de sacoche pendant des heures. Mais par contre, on prend rendez-vous avec vous après le festival, si vous voulez, on sera là évidemment pour en disserter pendant très longtemps. Mais on essaiera d'être succinct sur cette troisième question, je pense. La première. Du coup, je vais répondre à la première. Donc, l'Égypte, j'ai eu une escorte policière. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Égypte est c'est un régime autoritaire, c'est une dictature. Donc, du coup, il y a des policiers de partout qui regardent un petit peu les moindres faits et gestes. Et ce qu'il me disait officiellement, c'était que c'était pour ma sécurité. Donc en fait, il m'escortait pour pas qu'il m'arrive quelque chose. Ce que je pensais au début aussi, parce que je me suis dit, voilà, en termes de politique internationale, si il arrive un problème à un Français sur le territoire égyptien, ça peut être problématique. Après, je me suis rendu compte en fait que c'était plutôt pour surveiller un petit peu ce qui se passait. Et après, j'avais pas changé la face du pays non plus, hein, mais il y a des personnes qui sont sur les rives du lac, du Nil, qui gagnent $1 par jour, qui vivent une vie de misère, mais qui sont pas au courant en fait parce qu'ils n'ont pas accès à l'information qu'une autre vie est possible. Et donc, je pense que le gouvernement avait aussi envie de contrôler un petit peu cette personne qui traverse le pays. Donc voilà, tout était vraiment contrôlé. Il y avait des checkpoints de police tous les 10-15 km. Donc j'avais la police qui me suivait. Au bout de 15 km, elle s'en allait et je devais renégocier avec les policiers du checkpoint. Donc ça prenait 1 heure, 2 heures pour les convaincre de me suivre jusqu'au prochain checkpoint. Donc c'est des journées qui étaient assez longues, assez éreintantes. Et voilà, après, sur la première semaine, j'étais assez dans l'observation. Et puis je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient pas me toucher, me faire du mal, m'emprisonner ou autre. Donc après, les négociations se sont un peu intensifiées de mon côté, où je jouais un petit peu avec eux comme ils jouaient avec moi, où j'adorais les checkpoints de police proches des villages, parce qu'il y avait du monde autour, donc je criais, et tous les villageois se retournaient en disant qu'est-ce qui se passe, comment on peut parler à un policier comme ça. Et ça facilitait la négociation, parce que le policier me disait chut, on va trouver une solution, Donc voilà, c'était assez éreintant, assez dur. Et pour répondre à ta question, de base, la version officielle, c'était pour ma sécurité. Et la version officieuse, c'est plutôt pour ce régime autoritaire et toujours tout vouloir contrôler. Je vais laisser la parole pour les autres questions. La batterie du téléphone. Batterie du téléphone, question moins intense. Ça va être dur de rebondir là-dessus. Écoute, pour moi c'était plutôt simple, j'ai quand même eu accès globalement à des prises plutôt pratiques. Après ça dépend, je sais tu me disais tout à l'heure que toi c'était un peu plus compliqué et qu'il y a des moments où vraiment t'as plus de batterie du tout. Donc je vais laisser les personnes un peu plus aguerries peut-être répondre à cette question. Alors nous par exemple on était équipés de moyeux dynamo sur notre vélo qui nous permettaient de brancher. Alors on avait des batteries externes en fait, des power banks, et donc on les rechargeait en roulant, ce qui nous permettait du coup d'alimenter notre téléphone. On avait aussi un iPad et puis un appareil photo. Et on avait un panneau solaire aussi. Alors il y a du pour et du contre. Ça dépend peut-être du matériel, mais en tout cas, on était assez contents du nôtre. Il nous a vraiment bien servi. On avait quand même régulièrement accès à des prises malgré tout, je veux dire. Mais il y a quand même eu des moments, par exemple la traversée du désert de Gobi, ou alors les 6 mois en Asie centrale où on a passé énormément de temps vraiment dans des coins hyper isolés. Là, effectivement, c'était plus compliqué, quoi. Donc on était bien contents de notre moyeu dynamo et puis de notre panneau solaire. Ça nous a vraiment bien rendu service. Puis après, voilà, il faut essayer d'économiser un max les batteries, hein. Bon, nous, comme du coup, on n'était pas trop connectés et branchés sur les réseaux et on faisait pas de films et tout ça, c'était un peu plus facile d'être économe en matière d'énergie. Allez, peut-être Jérémy sur la question du matériel. Eux, ils sont partis en gros poids lourd, donc je ne sais pas si c'est très représentatif. En fait, nous, juste pour rebondir, moi, du coup, c'était mon premier gros voyage comme ça, avec cette logistique de tournage. Et entre le moment où Enzo m'a proposé et le moment où on est parti, il y a eu 3 mois. Dans ces 3 mois, j'ai commencé un petit peu à regarder les solutions alternatives qu'il y avait pour recharger les batteries, donc panneaux solaires, donc dynamo, donc un peu tout ça. Et je pense que j'ai pas eu suffisamment le temps de vraiment trouver une solution qui m'allait pour partir là. Donc ma solution la plus simple, c'était d'acheter plus de batteries, d'acheter plus de cartes SD, parce que encore une fois, là-bas, j'avais pas mon ordinateur non plus, donc je pouvais pas le soir arriver décharger ma carte SD et qu'elle soit vide pour le lendemain. Donc je suis parti avec beaucoup de gigas de cartes SD pour pouvoir tout stocker et être sûr d'avoir la place sur tout le voyage. Et après, j'avais 4 batteries
pour mon boîtier, une batterie, ça tient entre 1 et 2 jours sur une utilisation. Donc là, je savais que je pouvais tenir 6-8 jours sans avoir besoin de recharger quoi que ce soit. Donc déjà, ça a amené quand même une liberté assez cool. Après, il y a eu, quand Enzo s'est fait mal, on a pris un Airbnb et donc là, bingo, j'avais des prises. Donc au final, ça tombait bien. Et une journée, on a pris une tempête, on s'est mis dans une station-service. Pareil, il y avait une prise. Donc voilà, c'est tous ces petits moments où on essayait de prendre le temps de recharger un petit peu. Et au final, ça n'a pas été un si gros problème que ça. C'était juste qu'avant de m'endormir, je checkais que j'avais toujours ma carte SD parce que si je perdais ma carte SD, il n'y avait plus de film, quoi. Donc c'était un peu ça mon gros stress de l'aventure, on va dire, mais tout s'est bien passé de ce côté-là. Ouais, pas grand chose à ajouter, je suis assez d'accord. Moi, j'embarque plus de batterie, je mixe avec les powerbanks parce que j'ai pas de moyeu dynamo sur mon vélo. Et je m'en sors toujours comme ça, mais après, encore une fois, je pars pas 6 mois comme Quentin, donc ça reste gérable. Et puis après, j'arrive relativement à charger assez facilement, on va dire, entre les endroits. Et bikepacking versus touring, avantage des grandes sacoches, des petites sacoches? Je dirais que ça dépend du chemin. La sacoche bikepacking sous la selle, c'est assez cool quand on est sur du single track ou que les chemins sont pas larges, etc. Ou qu'on peut se permettre justement de partir plus léger. Après, les sacoches, je pense que alors dans le froid, vous, c'était quasi obligatoire parce que tout est plus lourd, et plus volumineux avec les doudounes, les gros pulls, etc. J'imagine pareil dans le désert quand il faut transporter beaucoup d'eau. Donc je dirais que c'est du cas par cas selon le voyage. C'est assez mon avis là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Bonsoir. Merci pour ces très très belles images qui nous font rêver. Je voulais juste savoir, une question collégiale, quels sont vos futurs projets d'aventure, si vous en avez? J'aimerais bien trouver un jardin plus grand. Moi, pour ma part, ça m'a donné envie d'en refaire. Quand on est rentré, on s'est dit quand même pas tout de suite. On va reprendre un peu d'énergie et vous réfléchir à qu'est-ce qu'on fera plus tard. Après, voilà, là, aujourd'hui, il y a plein de destinations qui font rêver. Voilà, ça fait partie des projets où on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rêver non plus. Mais voilà, il y a une infinité de pays à voir et plein de choses à faire, que ce soit à vélo ou sans vélo aussi. Mais voilà, en tout cas, ce soir, pour ma part, rien de très précis encore pour un prochain film éventuel là-dessus, quoi. Bon, c'est pas demain qu'on repartira 2 ans, hein, mais bon, on projette quand même de repartir, peut-être pour 6 mois, mais ce sera pas tout de suite quand même. Et j'avoue que je suis bien tentée par la traversée de l'Afrique. Quelques mois avant de démarrer notre voyage à vélo, notre grande aventure, on a fait une rencontre, on a accueilli en Warm Showers. Alors, peut-être que vous connaissez, c'est un réseau d'hébergement un peu comme Couchsurfing, mais pour les cyclistes, pour les gens qui voyagent à vélo. Et donc, on avait accueilli en Warm Showers un couple qui revenait de 2 ans à traverser l'Afrique, de Cape Town, du coup. Et donc, on habitait à Dunkerque à l'époque, et c'était leur avant-dernier jour avant d'arriver en Angleterre. Et donc, ils avaient de la magie plein les yeux. Alors, ils ont traversé l'Afrique, mais aussi l'Europe, hein, du coup. Et là, on s'est dit, waouh, ça a l'air dingue. Et bon, on se préparait à partir pour notre aventure, et ça nous a encore mis plein d'étoiles dans les yeux. On s'est dit, ah là, si on avait plus de temps, on aurait poursuivi sur l'Afrique ensuite. Mais ouais, l'Afrique. Et puis, un des pays qu'on n'a finalement pas traversé par manque de temps, c'était l'Iran. Et je souhaiterais beaucoup rejoindre l'Iran par la Turquie. En fait, voilà, la fin de l'aventure, je l'ai faite seule parce que mon compagnon devait rentrer en France. Et j'ai traversé la Turquie, enfin de la Géorgie jusqu'en France en passant par la Turquie. Et j'ai adoré mon passage en Turquie. C'est vraiment un de mes pays coup de cœur aussi, en tout cas de quand j'étais seule. Et j'aimerais bien faire découvrir la Turquie aussi à mon compagnon. Donc il y a encore plein d'aventures à faire. J'ai copié sur toi. Ouais. Je trouve que l'Iran, ça a l'air incroyable. Ouais. Beaucoup de voyageurs à vélo, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, quand ils sont passés en Iran, disent ce pays est fou, ce qui donne encore plus envie d'y aller. Et comme toi, avec ton voyage qui est très inspirant en Afrique, ça donne envie. Hein. Quand tu es de Dakar et pourquoi pas descendre jusqu'à Cape Town, ça fait plutôt rêver. Ouais. Bon, bah moi, je vais repartir en Afrique, je crois. Hein.
Non, moi je sors de 3 mois d'aventure, donc là la prochaine aventure c'est juste de dormir, en fait, de me reposer. Et puis ensuite j'ai quelques petites idées d'aventure en tête, avant une probablement plus grosse aventure à la fin de l'année, mais qui sera peut-être plus sur le vélo, mais à pied. Voilà. Ça reste encore à définir. En fait j'ai des idées, mais voilà, je vais pas l'annoncer ce soir. Bah, moi aussi, j'ai des rêves plein la tête, surtout après une soirée comme ça. Mais en fait, je pense que le plus intéressant, c'est vous. Enfin, ça vous a donné envie d'aller où, de faire quoi? Et du coup, ça, je suis trop motivé pour que après, si vous avez du temps, on en parle de qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, ou c'est que ça vous a donné envie. Est-ce que c'est le chaud? Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est la jungle? Voilà. Et je prends part autour de table. Je pars demain matin à 6h du mat au Pays de Galles. Donc ça va être très chouette, à vélo. On se demande sur le chat ce que vous faites dans la vie. Alors c'est valable d'être voyageur à 100%, mais a priori on veut mettre un métier derrière chacun. Il y a de la physique. À ma gauche, on peut commencer par là, j'ai rien compris. Du coup, bon, on l'a vu un peu dans l'introduction du film. Je suis un athlète de haut niveau en snowboard. Et ça, c'était juste mes vacances entre ma saison sportive de compétition internationale et ma rentrée universitaire, parce que je suis aussi à l'université, je fais une licence de physique. Et grâce à mon statut de sportif de haut niveau, l'université aménage mon enseignement. Du coup, ça se fait que j'étale mon enseignement sur plusieurs années. C'est ma 5e année à l'université et je suis en L3. Du coup, ça prend plus de temps. Mais j'en profite pour faire ma discipline et parfois voyager quand j'ai un peu de trou. Moi, je travaille dans l'événementiel sportif, donc je suis à mon compte, je suis en freelance. Je travaille globalement 5 mois dans l'année, donc c'est plutôt les périodes d'été. C'est pour ça que là, je me repose 6 jours, mais après, je repars sur des événements. Et entre juin et octobre, là, ça va être la période où je vais beaucoup bosser sur événements. Donc, événements sportifs, ça peut être en lien avec des agences, soit très opérationnelles, par exemple une course cycliste, mettre des barrières, mettre des banderoles, coordonner du monde, gérer des stands d'alimentation, etc. Ou plus en mode projet en amont de l'événement, donc trouver des prestataires, faire en sorte que l'événement réponde aux attentes. Donc voilà, c'est ce que je fais 5 mois de mon année et ça me permet finalement de financer le reste de mon année qui est en aventure sur mon vélo, mon kayak, à pied ou en courant ou autre. Moi, je suis entrepreneur. J'ai monté un média qui s'appelle le Guide ultime de Paris. C'est un peu comme Lille Addict, ici, pour les gens de Lille. Apparemment, c'est la référence. Voilà. Et à côté, je suis aussi créateur de contenu. Donc, je fais des vidéos et c'est un travail. Ce qui est plutôt cool parce que du coup, quand je voyage, en fait, c'est un peu aussi mon travail. Donc, c'est chouette. Alors moi, ce voyage m'a définitivement liée au vélo, enfin, bien que j'étais déjà une cycliste du quotidien depuis bientôt 20 ans. Mais j'ai suivi une formation en 2021 pour être opératrice cycle. Alors, ce n'est pas le CQP mécanicienne, mais je suis quand même mécanicienne vélo. Et je viens de valider un certificat de qualification professionnelle pour être animatrice mobilité vélo. Donc, à partir de la rentrée de septembre, je vais pouvoir former plein de futurs petits cyclistes, voilà, dans les écoles via un dispositif qui s'appelle le savoir rouler à vélo, mais aussi aider des adultes à se remettre en selle, par exemple, ou apprendre à des gens qui ne savent pas faire de vélo, parce que ça existe des adultes qui ne savent pas faire de vélo. Donc voilà, j'en ai fait mon métier maintenant et j'en suis très heureuse. Moi, du coup, je suis vidéaste à temps plein, c'est mon métier, ça fait quelques années que j'en vis. Et c'est autant sur des projets comme celui-là, que sur de l'événementiel, que ce soit sportif ou culturel, que sur de l'institutionnel, que du corporate, que ce soit pour des petits artisans ou des boîtes qui ont besoin de pub ou quoi que ce soit. En fait, on a monté une boîte avec mon collègue qui s'appelle Acrofilm. Et du coup, on ne s'est pas mis de barrière à dire on fait que ça, ou on fait que ça, ou on fait que ça. Jusqu'à présent, on prend tout ce qui passe. Et ça permet d'avoir une palette d'actions assez large. On voit plein de choses différentes, il y a plein de choses très intéressantes, plein de métiers que je soupçonnais même pas avant de les filmer. Et donc voilà, c'est mon métier et ça n'arrête pas d'évoluer, de voir des choses nouvelles chaque jour. Donc c'est un truc que j'adore, quoi. Alors moi du coup j'ai plusieurs choses à la fois. Donc principalement je m'occupe des réseaux sociaux pour des marques.
spécialisé dans l'outdoor. À côté de ça, je suis à mon compte photographe et vidéaste. Et encore à côté de ça, je fabrique des sacoches de backpacking sur mesure. Voilà. Le confinement m'a mis à la couture et du coup, je kiffe ça. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Oui, Pierrick de ton côté. Pierrick est parti. Théo, Charlotte. Vous pouvez crier sinon. On va retraduire après. Ouais, alors très bonne question. Est-ce que tu peux reformuler la question? C'est super bien passé. Hein. Tu peux répéter la question Oui. Du coup, pardon, pour ceux qui n'ont pas entendu, la question c'était de savoir sur le fait de voyager tout seul ou de voyager à plusieurs. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Voilà, moi, je suis un grand admiratif de voyager tout seul, surtout voilà, sur une traversée aussi longue comme l'Afrique pour Quentin ou des projets comme ça. Et en fait, à deux, parce que nous, du coup, ce qu'on a vécu, c'était à deux. Enzo, on se connaît depuis tout petit, on était à l'école ensemble, on a appris à faire du snow ensemble, donc on se connaissait déjà, mais on ne se connaissait pas à vivre H24 ensemble avec une telle promiscuité, à dormir tous les soirs dans la même tente, tout ça. Donc on a appris à se découvrir l'un l'autre, on a appris à se découvrir soi-même aussi, parce que c'est quand même dans des aventures comme ça qu'on réalise plusieurs choses sur comment on réagit vis-à-vis des situations. Ça s'est super bien passé avec Enzo. Avant de partir, on s'est quand même appelé un paquet de fois pour parler avant de partir, voilà, de se dire les choses très clairement avant que ce soit trop tard. Je lui ai dit, si dès le 3e jour, je laisse traîner mes chaussettes et que ça te saoule, tu me le dis le 3e jour et tu me le dis pas le 26e et que la sauce elle est montée et qu'en fait ça pète parce que au cumul de tout, avec la fatigue et tout ça, ça explose, quoi. Donc je pense qu'une des clés, ce qui a marché, c'était qu'on a communiqué dès le début sur tout. Après, je pense que ça a été un avantage pour nous, en plus se connaissant, en ayant un peu le même humour et le même état d'esprit, toutes les portions de galère qu'on s'est mis, c'était soit on pleurait, soit on rigolait. Et en fait, c'est pas qu'on n'arrivait pas à pleurer, mais que c'était naturel d'en rire et de dire, écoute, on l'a choisi de se foutre dans cette merde, donc maintenant, on assume jusqu'au bout et autant qu'on en rigole et qu'on passe un bon voyage, quoi. Donc je pense que ça a quand même été un avantage là-dessus. Et mentalement, les journées où il y a beaucoup de vent, où on n'avance pas, à deux, voilà, on arrive à en parler, à en rigoler, et je pense que c'est quand même plus facile que tout seul, où là, c'est tout seul avec soi-même, et mentalement, je pense, ça peut plus vite craquer qu'en étant à deux comme ça. Et après, voilà, chacun réagit un peu différemment, et il y en a qui sont plus faits pour voyager tout seul qu'à plusieurs. Et encore, voilà, là, on était deux, on n'était pas 12, quoi, parce que c'est encore notre étape de voyage, je pense. Est-ce que Marlène, tu veux nous partager, toi? Oui, bien sûr. Nous, déjà, on était un couple depuis plus de 10 ans. Donc, forcément, on se connaissait bien. Après, Vincent, mon compagnon, a une activité de musicien. Donc, il est quand même régulièrement parti. On n'a pas forcément les mêmes rythmes. Enfin, là, moi, j'avais plus un travail un peu plus traditionnel à l'époque. Enfin, traditionnel. Je bossais quand même dans les métiers de la culture, mais voilà, je travaillais plus la semaine et lui, il partait le week-end. Donc, mine de rien, on se croisait, quoi. Et donc le fait de se retrouver H24 ensemble, c'était bien la première fois, mis à part des petits voyages, des voyages qu'on avait pu faire. Mais là, 2 ans H24 ensemble, effectivement, c'était bien la première fois. On est encore là, hein. On est revenu, donc ça s'est terminé en 2018 à 2, donc là on est en 2023, donc on est toujours ensemble, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc c'est finalement que ça a marché et que voilà. Alors pendant le voyage, on n'avait pas forcément les mêmes rythmes. Voilà, Vincent, c'est vrai qu'il roulait quand même assez bien. Moi, j'étais peut-être un petit peu plus lente, mais finalement, au fur et à mesure, par exemple, dans l'école, c'était moi qui passais devant, quoi. J'ai adoré rouler en montagne, et donc, je me suis surprise moi-même d'ailleurs. Et donc, des fois, je devais l'attendre. Donc, effectivement, on avait un rythme différent. Et c'est surtout aussi la question du repas.
on n'a pas forcément faim au même moment. Alors ça, c'est un peu frustrant parce que quand il y en a un qui a faim et que l'autre a envie d'avancer, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, souvent, on écoute quand même la personne qui a faim parce que ça, par contre, c'est rédhibitoire, hein. Quand on est à vélo et qu'on a faim, là, c'est direct, on n'a plus d'énergie, les batteries sont à plat et on s'arrête et puis on peut plus avancer, quoi. Donc il fallait gérer tout ça, mais aussi le bonheur d'être à deux, c'est que on peut se reposer sur l'autre quand on a un coup de mou. Et on n'est pas seul à décider tout le temps, on n'est pas seul à devoir tout gérer. Voilà, effectivement, il y en a un qui va peut-être prendre un peu plus de responsabilité à un moment donné que l'autre. On se partage les tâches aussi. Donc par exemple Vincent s'occupait du feu pendant que moi je coupais les légumes par exemple. Ensuite il y en a un qui montait la tente et puis l'autre qui allait chercher l'eau. Voilà, donc ça c'est quand même pratique et du coup on était vachement plus rapide aussi le matin pour remballer. Parce que quand on est seul, on a tout à gérer. On a roulé pas mal avec d'autres gens. Ça, on a adoré d'ailleurs rouler à plein, d'autres cyclistes qu'on rencontrait. Et beaucoup de gens qui voyageaient seuls, justement. Et on avait encore moins le même rythme parce que du coup, ces gens-là étaient très lents, en général, le matin, à se mettre en route. Bon, après, ça dépend des gens aussi. Mais voilà. Donc oui, effectivement, c'est une question de rythme. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut se laisser porter, quoi. Après tout... surtout qu'on avait le temps, on avait 2 ans devant nous, donc on s'est pas trop pris la tête sur toutes ces questions-là, quoi. Mais après, moi, du coup, j'ai vécu la partie toute seule aussi, et c'est vraiment différent. D'un coup, ça m'a fait un peu bizarre de me retrouver toute seule à prendre les décisions, à pouvoir continuer alors qu'il était 14h et qu'en fait, j'avais toujours pas faim, à m'arrêter où je voulais, quand je voulais, et tout. Et une dernière chose aussi, c'était quand on était à deux, il y avait ce truc on s'était dit, dans les rencontres qu'on fait, si à un moment on le sent pas, il faut qu'on écoute notre cœur, quoi. Bon, au final, ça s'est jamais passé. On a fait que des rencontres de dingue. C'était génial. Mais du coup, on pouvait aussi se fier à l'autre s'il y avait des moments où on le sentait moins, quoi. Voilà. Donc c'est génial de voyager à deux. Enfin, je le conseille. On va prendre une dernière question. S'il y en a une qui brûle. Ah, il y en a 2 qui brûlent. Ça va être chaud. Ah, sentence. C'est pour vous. Le premier qui démarre, je démarre. Déjà, je voulais remercier parce qu'on passe un super moment. Alors, il y a une chose qui n'a pas été traitée, c'est la question du budget. Je casse l'ambiance. Ce qui fait qu'elle tombe, celle-là. Comment ça se passe? Est-ce que vous prévoyez quelque chose? Enfin, voilà, racontez-nous. Alors, moi, je trouve que c'est vachement moins cher de voyager que de rester en France. Donc déjà, c'est un truc parce qu'en fait, tu as ton transport, tu as ton où dormir si tu as ta tente. Donc a priori, il te reste que la nourriture si vraiment tu veux voyager pas cher. Et franchement, moi j'arrivais à vivre en dessous de 10 € par jour, quoi, facile, vraiment large. Et tu peux même descendre si tu as envie. Donc au contraire, je trouve que la question financière est une mauvaise excuse si c'est un frein à ne pas voyager à vélo, en tout cas. Est-ce que Quentin, tu arrives à donner une fourchette quotidienne, mensuelle, sur un voyage au long cours ou sur un voyage en France comme tu as fait récemment? C'est du coup des budgets qui sont totalement différents. Sur un budget en France, j'étais plutôt aux alentours de 15-20 € par jour. En Afrique, j'avoue que j'ai pas fait le calcul exact, mais c'était moins. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je mange beaucoup aussi. C'est ma principale dépense et voilà, j'écoute mon corps et mon corps me demande de manger tout le temps, donc je l'écoute. Hein. Mais voilà, c'est la principale dépense quand je suis pareil. Je rejoins ce que dit Victor. Hein, quand on est sur le vélo, on a le moyen de locomotion, on a le moyen pour dormir aussi avec la tente, et c'est simplement la nourriture. Et encore, moi, je mangeais vraiment que de la street food, donc j'avais pas cette économie-là de me dire j'ai mon réchaud, donc c'est peut-être plus facile de prendre des quantités, de se faire cuire sa nourriture soi-même. Donc voilà, mais globalement, c'est pas un budget qui est énorme, et ça dépend des pays. Et l'Afrique, c'était pas le continent le moins cher. Je pense que si on va encore du côté de l'Asie ou autre, c'est encore moins cher que ça. Donc voilà, mais même sur une aventure en France, on peut arriver à... Après, ce qu'il faut aussi nuancer, c'est qu'en France, moi, je dormais chez l'habitant. Donc j'avais pas de tente, j'avais fait exprès de pas avoir de tente, je dormais chez l'habitant. Donc j'étais aussi nourri le soir, le matin, j'avais uniquement mon repas du midi et éventuellement des logements à prendre quand je voulais prendre mes jours de repos ou autre, mais voilà. Allez, on va pas finir sur de la compta et du coup, on va prendre la dernière question. Bonsoir, j'espère que ma question ne sera pas trop chiante. Si c'est la dernière,
On a vu, déjà merci, c'était vraiment très cool, très positif et tout ça. C'est toujours un plaisir de regarder des films comme les vôtres. Et du coup, on peut continuer un peu plus loin. On aime bien les anecdotes. Moi, j'aime bien les anecdotes. Est-ce que vous auriez quelques anecdotes à nous partager, ou une, ou voilà, peut-être pas trop longue, je ne sais pas quel est votre temps, mais si ça peut vous aiguiller, quelque chose que, évidemment, vous avez dû en vivre des milliers, mais une particulièrement croustillante. Voilà, une bonne anecdote, bien sympa. Drôle ou émouvante, ou que sais-je. Voilà, bon courage, merci. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Allez, Benoît. Bon, il y en a énormément des anecdotes. Peut-être, allez, une vraiment super bien et une dans les moments les plus durs. Rapidement, il y a eu une journée juste extraordinaire où on a fait du snow de 9h à 23h parce que le soleil il se couche très tard là-bas. On a été seul au monde, mais vraiment seul au monde toute la journée. On a vu un oiseau tout blanc, c'est la seule forme de vie qu'on a vue de la journée. C'était exceptionnel et c'était une neige pas si folle que ça, mais j'ai l'impression que c'était les meilleurs virages de snow de toute ma vie, quoi. Parce qu'avec ce décor, avec ces lumières, avec cette ambiance, à être tout seul, c'était juste un truc de fou. Donc ça, c'est un peu le moment qui m'a marqué du voyage dans le bon sens. Et après, il y a eu un moment où on a laissé la tente au même endroit pendant 2 nuits. Et la journée entre ces 2 nuits-là, une tempête, mais toute la journée. On a passé la journée dans une station-service. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop montré dans le film parce qu'il y avait peu d'intérêt. Et sur les coups de 18h, même dans la station de service, on sentait les bourrasques de vent un peu fortes. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir la tente pour voir dans quel état elle est, savoir si ce soir on va quand même dormir. Et je vais à la tente, et la tente, elle avait pris 3 mètres. Moi, j'avais tout mon matos dedans. Et j'avais un objectif, la buée était dedans. Je me suis dit, celui-là, il est mort. Et au final, on a tout bien fait sécher. L'objectif est revenu à temps. Et on se retrouve au fin fond de la Norvège à 20h avec une tente souillée. On ne sait pas où on va dormir. Et là, on regarde sur Airbnb s'il y a quelque chose dans le coin. Il y avait un logement. On y va. Et coup de chance, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était un Français qui tenait ça. Et il nous a ouvert sa cave, il nous a mis des étendoirs, il nous a mis le chauffage à fond. On a pu tout faire sécher pour la suite du voyage. Et je pense que sans cette nuit-là, le voyage, il allait prendre une autre tournure, quoi, parce que tout était archi-trempe. Voilà, vous l'avez vu, de l'eau dans le duvet, tout ça. Et le seul petit confort qu'on avait, là, on n'avait plus rien, quoi. Donc, je pense que ça aurait pu prendre un autre virage à ce moment-là, quoi. Ouais, je pense que c'est la parfaite conclusion pour ce festival. Je censure, désolé. C'est pas très agréable. Les galères sont donc des très bons souvenirs. Il me revient la tâche de conclure ce festival. Merci à vous d'avoir été là pendant 3 jours. Merci à vous d'avoir été là au coin du feu. Et surtout, il ne faut pas que j'oublie de personne. Mais merci l'équipe de ce festival qui ont préparé ça pendant de nombreux mois. Il y a Louise, il y a Océane, il y a Charlotte, il y a Pierrick, il y a Théo, il y a Mathias, il y a Quentin et il y a Maxence, principalement aux premières loges. Et puis après, il y en a plein d'autres derrière qui ont soutenu ce projet. Et je pense qu'on peut les remercier parce qu'on a tous passé du bon temps grâce à eux aussi en partie. Et les échanges se poursuivent ici au coin du feu avec vous dans la salle. Merci à tous ceux qui nous ont regardés pendant 3 jours et à bientôt.